Bon, petite rectification vis-à-vis de ma première partie sur les trolls du web. Il existe finalement un niveau 7, PewDiePie, qui nous a tous trollés avec sa promesse de supprimer sa chaîne YouTube. Et au même moment, notre troll de niveau 6 a été déclaré personnalité de l'année par le Time Magazine. On vit une époque surprenante. Bref, salut tout le monde, on entame enfin la troisième et dernière partie de cette trologie qui fait notamment office d'antithèse et de conclusion. Pour rappel, la première partie de cette trologie, les trolls du web, servait d'introduction, et la deuxième partie, Troll vs Haters, représentait plus ou moins la thèse. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu ces deux premières parties, je vous invite très fortement à les visionner avant, sans quoi vous risquez de ne rien comprendre, et sinon, bah, let's go. On s'était arrêté à la question de la liberté d'expression, et qui dit liberté d'expression sur internet, dit notamment anonymat. Celui-ci favorise en effet grandement cette liberté, il s'avère par exemple être fort utile pour parler de choses difficiles, mais il a été aussi admis que les trolls en profitent pour laisser libre cours aux manifestations les plus obscures de leur personnalité. En effet, si les attaques bêtes et méchantes sont monnaie courante sur le web, c'est notamment parce qu'elles sont facilitées par le principe de l'anonymat. De la vie générale, se planquer derrière un pseudo autorise des interventions que l'on ne se permettrait jamais dans la vie réelle, au risque de ternir très vite son image. Grâce à cette fausse identité, l'internaute se sent protégé, mais aussi moins responsable de ses actes, en étant donc plus enclin à la violence verbale. Les trolls peuvent ainsi impunément saboter une conversation, pourrir les commentaires, ou s'en prendre à un internaute en le provoquant ou en l'insultant. En 1973, l'anthropologue John Watson de l'université d'Harvard a eu l'idée de comparer 23 tribus différentes en se demandant si le fait que les combattants revêtaient des peintures de guerre ou des masques changeait leurs attitudes vis-à-vis de leurs prisonniers. Le résultat de l'étude fut sans appel. Les tribus où les guerriers utilisent des masques ou des peintures pour dissimuler leur identité sont, dans 80% des cas, plus enclins à tuer, mutiler ou torturer que les autres tribus. Ce qu'il appela une désindividuation paraissait de nature à réveiller les instincts les plus obscurs de l'homme. La violence des propos sur internet vient aussi du fait que les personnes ne sont pas physiquement en contact les uns les autres, et que cette distance peut inspirer des audaces que la vie réelle n'autoriserait pas. C'est exactement comme l'automobiliste, protégé par l'habitacle de son véhicule, qui hurle plus volontiers contre ses congénères que s'il les croisait sur le trottoir. Une certaine distance physique rend un peu irréel le danger qu'implique toute interaction. Mais la question qui se pose alors, c'est si ce trolling de plus en plus présent et de plus en plus malsain va conduire à une modération stricte sur internet aux dépens de tout le monde. En 2011, par exemple, une responsable de Facebook avait plaidé pour l'abolition de l'anonymat afin de rehausser le niveau des discussions. Cette proposition avait trouvé écho auprès d'autres entreprises et même quelques personnalités politiques, mais n'a heureusement jamais abouti. Avant toute chose, il faut quand même souligner que le terme liberté d'expression est différent du terme droit d'expression. La liberté d'expression est le fait que l'État ne puisse vous censurer pour ce que vous dites, mais ce n'est pas un droit d'expression. Si jamais quelqu'un décide de supprimer votre commentaire sur son site, c'est son droit. Vous avez le droit de vous exprimer, tout comme lui a le droit de supprimer votre commentaire, sans que ça affecte la liberté d'expression. C'est important de le souligner pour comprendre que la censure peut ne pas en être une dans certains cas, malgré les apparences. Bref, dans tous les cas, le problème qui commence à se poser est celui de la répression au nom de ce trolling de plus en plus intense, qui nous amène à un problème à la fois éthique et légal que la société n'a pour l'instant pas affronté, à savoir si le web doit rester un espace de liberté absolue. Il y a un risque que les réseaux prennent des mesures techniques radicales pour éradiquer les contenus problématiques, en bannissant les utilisateurs les plus gênants ou en confiant leur modération à des algorithmes efficaces et sans nuance. À terme, tout le monde en pâtira, même les utilisateurs qui n'ont rien à voir avec tout ça. Pourtant, les trolls ne mettent pas en danger la liberté d'expression, car ils n'empêchent personne de s'exprimer. Mais cette liberté est devenue la sainte règle d'internet, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, car elle permet à tout le monde, même les plus incultes, de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Par exemple, sur YouTube, le commentaire d'un ado de 14 ans sous une vidéo de vulgarisation scientifique aura autant de visibilité que celui d'un chercheur expert. Certains trolls poussent donc ce concept à son paroxysme pour le mettre face à ses contradictions. En effet, laisser tout le monde s'exprimer sur tout et n'importe quoi sans légitimité mène inévitablement à des débats stériles ou au point Godwin. Quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux rencontrent actuellement de grandes difficultés à se doter d'une modération efficace, d'autant que les trolls trouvent toujours une parade. Début 2016, Twitter a par exemple créé un programme qui peut reconnaître les commentaires discriminatoires et insultants, mais la réponse des trolls ne s'est pas fait attendre. Telle une bataille entre les trolls et l'algorithme de Twitter, les trolls les plus extrémistes ont rapidement mis en place un nouveau langage codé. Pour parler des noirs, ils utilisent désormais le mot Google, Skype pour les juifs, Bing pour les asiatiques ou encore Yahoo pour les mexicains. Les réseaux sociaux ont encore du chemin à faire pour trouver le juste équilibre entre la garantie de la liberté d'expression et la prévention des discours haineux, et pour cela ils devront notamment savoir faire la différence entre les trolls néfastes et le reste des internautes. D'ailleurs, c'est également à nous de le faire, j'entends par là qu'il faut faire attention à ne pas accuser tous vos opposants de trolls. De plus en plus de personnes se confortent dans leur désillusion en considérant tous ceux qui ont un point de vue différent du leur comme étant des trolls, ce qui est pourtant loin d'être le cas. Pire encore, il y a de plus en plus d'abus avec l'utilisation de ce terme, qui sert parfois à couper court à toute discussion et débat. Certains font par exemple exprès d'accuser tous leurs opposants de trolls pour les discréditer et ne pas avoir à leur répondre. D'ailleurs, ça arrive souvent que l'accusateur soit en fait le troll en question. Vous pourrez ainsi faire la critique la plus constructive qui soit, si une personne vous catalogue comme
tel, votre opinion sera alors considérée à l'avance comme du venin et n'aura aucune chance d'être écoutée ni répandue. Et c'est encore plus courant lorsque l'idée émise est contraire à celle de la majorité. Par exemple, un commentaire négatif sous une vidéo appréciée par le plus grand nombre. Le troll se détachant d'une simple opposition d'idées par l'aspect volontaire de la polémique, il est parfois extrêmement difficile à découvrir. Pour vous aider, dites-vous que la grande majorité des trolls n'abordent jamais un sujet sur le fond et se focalisent toujours sur la forme. Il arrive aussi que des trolls se fassent passer pour des défenseurs d'une idéologie, mais en la défendant d'une manière complètement débile pour ainsi la discréditer. Par exemple, un troll qui se fait passer pour une féministe et qui commence à insulter et rabaisser tout le monde pour que les personnes qui tombent ainsi sur ses commentaires se fassent une image biaisée des défenseurs de cette idéologie en faisant des généralités. Si les internautes en question pensent alors après coup que tous les féministes sont des cons qui prennent les gens de haut, le troll aura alors atteint son objectif. Et pour le coup, il est assez difficile de s'apercevoir s'il s'agit d'un troll ou non, car faut pas se le cacher, il y a bel et bien une minorité de cons dans toutes les communautés, et c'est malheureusement toujours eux qui gueulent le plus et se font remarquer. Le mieux consiste à ne pas faire de généralité tout court, troll ou pas. Ah, il y a malheureusement aussi ceux qui se font passer pour des trolls sans l'être à la base. Je pense à toutes ces personnes qui disent ou font des choses malsaines et se défendent sous couvert du trolling. Pourtant, ça ne devrait même pas être une excuse valable. Par exemple, quelqu'un qui insulte sérieusement une œuvre ou une personne pour une raison quelconque, et lorsque tout le monde lui tombe dessus pour démonter point par point son argumentation, et que cette personne se rend compte de son erreur, elle dit alors que c'était du troll. Technique assez fourbe et facile, mais malheureusement efficace. Sachez qu'il existe aussi bel et bien des trolls rémunérés, payés pour troller tous les jours. Leur métier, c'est le trolling, et bien souvent ces trolls entre guillemets professionnels sont utilisés par de grosses entreprises et même certains pays. Leur utilité peut être diverse, ça peut aller de la propagande politique à l'espionnage, grâce à de la provocation sur un forum ou un site pour pousser les concurrents à dévoiler des informations confidentielles. Tiens, justement, je parlais des trolls qui se font passer pour des défenseurs d'une idéologie pour la discréditer. Eh bien, sachez que des États payent des trolls professionnels pour discréditer telle ou telle idéologie sur Internet. Ça peut être le discrédit de partis politiques adverses à celui en place, ou encore le discrédit d'une idéologie qui va à l'encontre de l'intérêt des lobbies de l'agroalimentaire. Par exemple, des trolls payés par des lobbyistes pour qu'ils se fassent passer pour des véganes complètement débiles afin de dégoûter les sympathisants, discréditer leur cause et ainsi assurer la pérennité du marché de la viande et des produits laitiers. Pour information d'ailleurs, le CIV, le Centre d'information des viandes, dépense plus de 8 millions d'euros par an pour faire la promotion de la viande et surveiller ce qui se dit sur internet. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait. Autre exemple avec la chasse à la baleine, il a été admis que l'industrie baleinière payait des trolls pour qu'ils viennent discréditer les organisations qui luttent pour interdire cette chasse. Ils tentent par ce type d'action de dégoûter et décourager ceux qui aimeraient aider. Il peut aussi s'agir de trolls payés pour accuser quotidiennement sur internet un pays étranger qui n'a rien demandé à personne pour que l'opinion publique soit encline à ce que notre état envoie les forces armées sur place alors qu'il n'y a à la base aucune raison valable. C'est pas les exemples qui manquent malheureusement. Un ancien troll professionnel repenti a d'ailleurs avoué en 2015 certaines de ses astuces à un journaliste du Midi Libre. Pour encourager l'air de rien l'internaute lambda à considérer que les étrangers sont la source de tous les maux de la nation, il lui suffisait, je cite, de prendre un pseudo à consonance arabe pour lancer des insultes aux Français en prônant une république islamiste à Paris. C'est très gros, mais selon ses dires, ça marchait à chaque fois. Ces institutions, que ce soit des grosses entreprises, des lobbies ou des partis politiques, ont de plus en plus tendance à utiliser des trolls pour manipuler l'opinion publique sur internet, qui se retranscrit rapidement en dehors. Les trolls peuvent également être un outil de guerre pour démoraliser la population et insinuer de fausses informations à travers les blogs, médias et réseaux sociaux. Ça a par exemple été le cas lors de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Connaissez-vous l'IRA, l'Internet Research Agency, un bâtiment situé à Saint-Pétersbourg dans lequel des milliers de faux comptes Twitter et Facebook y sont créés pour tenter de discréditer les pays occidentaux aux yeux de l'opinion publique. Cette agence active jour et nuit est financée par une société de portefeuille dirigée par le chef personnel de Vladimir Poutine. Sur les réseaux sociaux, les trolls de l'IRA se font par exemple passer pour des Européens adhérant aux idées du gouvernement russe ou pour des citoyens américains déçus. Leur travail consiste à écrire des messages favorables au gouvernement russe, d'interpréter tous les événements de manière à glorifier la politique de ce gouvernement et Poutine en personne, en diffusant par exemple sur des forums « Poutine est formidable, les Ukrainiens sont des fascistes » ou encore « L'Europe est décadente ». D'anciens employés en ont témoigné avec preuve à l'appui en soulignant au passage leurs mauvaises conditions de travail. Par exemple, tout employé qui arrive 1 minute en retard reçoit une amende de 500 roubles, soit 8 €. Les employés doivent passer régulièrement des examens pour tester leurs convictions, et s'ils font une erreur, ils doivent les repasser jusqu'à avoir un sans faute. Ceux qui échouent finissent par être licenciés. Un ancien employé a raconté qu'il devait écrire au moins un commentaire de 200 caractères au minimum toutes les 5 minutes, soit 135 commentaires par jour pour une journée de travail de 12 heures. Les publications devaient comprendre des mots-clés spécifiques pour permettre une optimisation dans les moteurs de recherche. Chaque employé se spécialise dans un réseau et a alors des exigences particulières. Ceux dédiés à Facebook doivent par exemple avoir 6 comptes différents et commenter plus de 5 fois par jour. Ceux dédiés à Twitter doivent gérer 10 comptes et tweeter 50 fois par jour. Ceux dédiés au site d'actualité doivent publier plus de 50 commentaires par jour sous les différents articles, etc. La manipulation de l'opinion publique par les pouvoirs en place ne date pas d'hier. On assiste juste à de la manipulation 2.0 à l'ère d'internet, d'où l'intérêt de développer davantage son esprit critique.
narcissique. Maintenant j'aimerais revenir sur l'étude citée par le Times que je vous avais lue au début de la première partie de cette trologie. Je me suis intéressé de plus près à cette étude qui à mon sens a besoin d'être un peu plus approfondie. Il s'agit de 3 chercheurs du département de psychologie de l'université de Manitoba au Canada qui se sont penchés sur le cas des trolls en 2014 pour en dresser un profil type. Ils ont interrogé plus de 1200 internautes autour de leur comportement sur internet et leurs caractéristiques personnelles en les confrontant à des tests de personnalité destinés notamment à déceler parmi eux la présence de traits de la triade noire, à savoir le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Pour rappel, le machiavélisme est caractérisé par une tendance à être manipulateur, à user de mensonges et de stratégies pour arriver à ses fins. La psychopathie, elle, se caractérise par un manque d'émotion et d'empathie à l'égard d'autrui, et l'absence de remords à faire souffrir les autres. Et enfin, le narcissisme consiste à avoir une vision grandiose de soi, et à chercher l'attention et l'admiration d'autrui. Certains pourraient penser à la catégorie PNM, pervers manipulateur narcissique, mais les trolls n'en font pas partie pour la simple et bonne raison qu'ils sont très peu narcissiques. À vrai dire, les trolls se sont surtout distingués dans cette étude par leur sadisme. Selon les chercheurs, je cite, « Les trolls se comportent de façon trompeuse, destructrice ou perturbatrice dans le cadre social du net, sans raison intéressée apparente. De toutes les mesures de personnalité, le sadisme est celle qui s'est montrée le plus compatible avec le troll, et surtout, la relation est spécifique à la pratique du troll. La corrélation entre le sadisme et le fait de troller est même tellement élevée que l'on pourrait croire que les trolls incarnent le prototype du sadique ordinaire. En somme, les attaques sont gratuites et les trolls sont présentés comme de véritables agents du chaos à tendance sadique qui profitent des sujets chauds pour exploiter l'émotion des autres internautes. Ces 5,6% catalogués comme trolls ont quasiment tous coché les phrases « J'aime faire du mal aux autres »,« J'aime faire des blagues aux dépens des autres » ou encore « Dans les jeux, j'aime être le méchant qui torture les autres participants ». Je cite un autre extrait du compte-rendu de l'étude. Ces résultats nous permettent de comprendre le mécanisme par lequel le sadisme encourage le trolling. Comme les sadiques, les trolls jubilent face à la détresse des autres. Les sadiques veulent juste s'amuser et Internet est un formidable terrain de jeu. Les chercheurs ont donc fait le constat que lorsqu'on nourrit les trolls, c'est-à-dire qu'on leur répond, on contribue à leur faire prendre du plaisir. En conclusion à leur étude, ils préconisent donc de ne jamais leur répondre. Cette étude canadienne donne une encore plus mauvaise image aux trolls, mais elle présente d'importantes limites qui font qu'elle doit être prise avec beaucoup de recul. Déjà, les chercheurs ont recruté leur panel par le biais de Mechanical Turk, une plateforme sur laquelle les internautes peuvent effectuer des tâches simples contre rémunération. Ainsi, une partie des participants ont été payés 50 centimes pour répondre à ce questionnaire. Ce qu'ils ont pu faire sans forcément y prêter attention, voire faire exprès de répondre n'importe quoi et ainsi troller l'étude elle-même. Rappelons également qu'il ne s'agit là que de 5,6% des participants à l'étude, et que celle-ci ne dit pas que les trolls sont tous des psychopathes. Elle rapporte que les sadiques ont tendance à troller, ce n'est pas la même chose. Bref, après mes 2 premières parties sur les trolls et le résumé de cette étude, j'imagine que la plupart d'entre vous avaient une vision assez négative des trolls, et c'est bien normal. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas si différents d'eux, qu'on a tous plus ou moins un troll qui sommeille en nous. Oui, d'où le titre de la vidéo. Certains sont pleinement éveillés, ce qui donne les trolls du web que nous connaissons, et pour d'autres, il est soit retenu, soit endormi. Dans le domaine de la psychologie, il existe une catégorie qui s'appelle le sadisme de tous les jours, qui démontre que des traits de sadisme sont présents chez la plupart des humains. Par exemple, beaucoup d'entre nous aimons regarder un bon match de boxe ou un film d'horreur. Nous avons aussi tous vécu ce moment satisfaisant lorsqu'un canular atteint son but avec succès en récoltant cette réponse irritable tant désirée. Ce moment où la personne victime du canular comprend qu'elle a été piégée par un plan bien pensé et bien exécuté. J'avais notamment parlé du LOLs dans la première partie, cette forme corrompue du LOL qui signifie le plaisir qu'on éprouve à se moquer d'autrui, le voir dans une position ridicule et d'infériorité. Or, qui n'a jamais éprouvé du plaisir à se moquer de quelqu'un, même gentiment, ou encore à voir une personne dans une position ridicule, par exemple après une chute. Le succès de l'ancienne émission Vidéogag ne vient pas de nulle part. Et puis il n'y a qu'à voir les buzz que fait en permanence le compte Malaise TV, qui partage des vidéos de personnes se retrouvant dans des situations plus honteuses. On pourrait aussi parler de l'émission Confessions Intimes, ou encore de toutes les émissions de télé-réalité qui exploitent à merveille ce plaisir sadique qu'ont les spectateurs à observer quelqu'un de plus idiot qu'eux et ridiculisé, ce qui leur fait éprouver ne serait-ce qu'un instant un sentiment de supériorité. Certes, il ne s'agit pas là du même degré de sadisme d'un troll classique, mais il est quand même important de s'en rendre compte. Ça se saurait si la nature humaine était irréprochable. Dans la vie de tous les jours, que ce soit sur internet ou ailleurs, il y a principalement des gens normaux qui font des choses qui semblent être drôles sur le moment, mais qui ont d'énormes implications. Et puis n'oublions pas que nous ne sommes pas capables d'être 100% objectifs. Nous ne sommes pas faits pour avoir des discussions rationnelles, nous n'aimons pas être mis face à nos contradictions, nous avons des points de vue sur tout, surtout sur ce que nous ne connaissons pas, et nous aimons nous moquer, particulièrement lorsque nous sommes soutenus par le groupe. Bref, le trolling est en partie le fruit de notre nature humaine. Ce n'est qu'à un certain niveau qu'il devient le fruit d'un acte conscient et prémédité. Et si je vous disais à présent que le trolling peut avoir des effets bénéfiques? Bon, principalement lorsqu'il s'agit de trolls de niveau 3, on va pas se mentir. Le trolling peut par exemple permettre de mieux souder une communauté, notamment par l'affirmation des valeurs propres à celle-ci. Face à l'envie du troll de déstabiliser l'équilibre de la communauté d'un forum, par exemple, les membres de celui-ci vont alors activement défendre la norme du forum en question,
discrimination qui devient alors explicitée, affirmée et renforcée. Le troll devient l'ennemi commun et fédère alors par nécessité. Les membres du forum, même en désaccord sur d'autres sujets, se définissent tous comme l'inverse de l'attaquant, ce qui les rapproche et renforce la communauté. C'est exactement comme dans le film Watchmen qui se passe en pleine guerre froide. Excellent film au passage. Pour résumer, l'un des gardiens sent venir un conflit direct entre l'URSS et les États-Unis et décide alors de faire exploser tout New York en faisant porter le chapeau au gardien le plus puissant, le docteur Manhattan, qui peut à lui seul détruire l'espèce humaine grâce à ses pouvoirs, afin de contraindre les deux puissances à s'allier pour contrer cette fausse menace qui semble n'être ni pour l'une ni pour l'autre. Ces dernières font alors la paix pour se liguer contre cet ennemi commun imaginaire, ce qui marque la fin de la guerre froide. Et le trolling peut engendrer d'autres effets bénéfiques, je peux vous le prouver avec 3 exemples concrets. Premier exemple, celui du t-shirt The Mountain Three Wolf Moon sur Amazon fin 2008, qui a récolté 3000 commentaires tous plus sarcastiques les uns que les autres, vantant la magie de ce t-shirt qui attirait les femmes, ferait fuir de peur les autres hommes, ou encore rendrait heureux jusqu'à la fin de ses jours. Que ce soit dans l'onglet destiné aux questions clients, la magie de ce t-shirt fonctionnera-t-elle encore si j'ai 3 mamelons? Y a-t-il une différence entre la version à 6$ et celle à 30$? Je ne vois pas plus de loups. Est-ce sans danger de regarder fixement avec fascination les loups sur ce t-shirt pendant plusieurs heures sans cligner des yeux? Est-ce que ce t-shirt peut être mis au lave-linge ou est-ce que ça lui enlèvera toute sa magie? Est-ce que ce t-shirt est sans danger pour les enfants? Ou dans l'onglet des avis clients? Et c'est d'ailleurs par ce commentaire posté en 2008 que tout a commencé. Cet article comprend des loups, ce qui lui fait mériter ses 5 étoiles, mais c'est vraiment lorsque je l'ai essayé que la magie s'est produite. Après m'être assuré que le t-shirt était à ma taille, j'ai marché de mon van jusqu'au Walmart en portant ce t-shirt, et j'ai immédiatement été abordé par des femmes. En voyant les loups sur mon t-shirt, elles savaient que j'en étais un moi-même, autrement dit un mystérieux solitaire qui sait faire hurler à la nuit tombée. Elles m'ont demandé d'être leur petite amie et ou de leur donner de l'argent pour quelque chose qu'elles appelaient Met. J'ai refusé parce qu'elles n'avaient pas assez de dents, et franchement, un homme qui porte un t-shirt avec des loups ne devrait pas sauter sur la première occasion qui s'offre à lui. Je suis arrivé au Walmart en trottinette électrique. Marcher, c'est trop long. Assis sur la selle latérale, de sorte à ce que mes loups se voient. Pendant que je regardais dans le rayon des chaussettes, j'entendais une respiration haletante derrière moi. Je me suis alors retourné pour découvrir une beauté en survêt avec des tongs. Elle m'a alors dit qu'elle aimait les loups sur mon t-shirt, ce à quoi je lui ai répondu que je voulais hurler à sa lune. Elle m'a donné une gorgée de son whisky, puis j'ai enfourché ma trottinette électrique avec elle pour sortir du magasin et finir nos jours ensemble. Merci à ce t-shirt de loup. Avantage, existe à ma taille, a des loups et attire les femmes. Inconvénient, seulement 3 loups, on ne peut pas voir les loups quand on est assis les bras croisés, et les loups auraient été mieux s'ils brillaient dans le noir. Et évidemment, d'autres trolls ont surenchéri après. Malheureusement, j'ai déjà le même dessin tatoué sur mon torse, mais ce t-shirt est très utile lorsqu'il fait plus froid. J'ai eu un t-shirt avec 2 loups pendant un certain temps, et je ne pensais pas que la vie pouvait être plus belle. J'avais tort. Sans mentir, elle est devenue meilleure à 50% avec ce nouveau t-shirt. Je crois que le fait de porter ce t-shirt a fait de moi un homme meilleur, ce qui est étonnant parce que je suis une fille. Comment on désactive la fonction hurlante? 2 des 3 loups hurlent la nuit, l'autre, le louveteau au milieu, hurle pendant la journée pour une raison quelconque. Je ne sais pas si c'est un défaut d'usine. En tout cas, ça ne s'arrête pas, je ne peux pas dormir et ça fait des jours que ça dure. Aidez-moi s'il vous plaît. Même les onglets des vidéos et des photos de clients ont été trollés, les mecs sont allés jusqu'au bout quoi. Bref, aucune raison particulière à ce trolling de masse, juste un petit délire qui a pris une certaine ampleur. Comme vous le savez sûrement, ce sont les trolls de 4chan et Reddit qui ont inventé ce qu'on appelle communément les mèmes. Lorsqu'on entend ce mot, on visualise rapidement les fameux dessins volontairement bâclés qui ont chacun leur signification, mais un mème peut également être un délire entre des membres d'un site. Une sorte de private joke à grande échelle quoi. Par le pur hasard, ce t-shirt en est devenu un, au point d'avoir son propre sketch sur la chaîne américaine College Humor, avec une parodie de Twilight, des clins d'œil un peu partout comme dans les Sims 3 ou dans l'épisode 4 de la saison 1 de Monsieur Robot, et même des parodies de t-shirts avec Grumpy Cat, Dodge, des paresseux, des Ewoks, des hippopotames unicornes, bref, la totale. Ça lui a également valu un article de la BBC, du Washington Post ou encore du New York Times. Au final, le nombre important de commentaires et les partages de cette vente Amazon ont fait décoller celle-ci dans les recommandations du site jusqu'à être dans le top 10 Amazon, et le t-shirt a connu un énorme succès au niveau de ses ventes qui ont augmenté de 2300% d'après la BBC, sans compter les nombreux achats provenant des trolls en question. Pour résumer, on a donc un trolling à grande échelle qui n'a fait de mal à personne, qui a été plus drôle qu'autre chose, et qui a permis à une marque d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est tout bon. Le pire, c'est que ce délire continue encore d'exister 8 ans après son commencement. Des commentaires de trolls apparaissent encore chaque jour. Deuxième exemple, toujours sur Amazon, celui du stylo Bic pour femmes, enfin plus exactement For Her, en août 2012. Vous en conviendrez que c'est très mal amené, si ce n'est un tantinet stupide de la part de Bic. Certains trolls se sont dit la même chose, et ont donc pris pour cible cette vente Amazon avec encore une fois des commentaires remplis d'ironie, plus de 820 au total, à commencer par l'onglet des questions clients. Je suis un homme, est-ce prudent d'utiliser ce stylo? Ces stylos peuvent-ils être utilisés durant les règles? Ma ménopause a commencé, ai-je encore le droit d'en acheter? Puis évidemment, l'onglet des avis clients. Habituellement, je n'utilise que des stylos conçus pour les vrais hommes, dans des couleurs appropriées aux instruments de la masculinité. Noir comme les poils de mon torse, bleu comme l'acier de mes yeux, ou comme la peinture métallique de ma Mustang décapotable. Imaginez un peu la situation lorsque
lorsque, lors d'une commande de pièces de moto et de ballons de foot, j'en suis arrivé à saisir non pas mon bic normal, mais un bic pour elle couleur ambre à taille moyenne, évidemment commandé derrière mon dos par ma petite amie certes bien intentionnée, mais mal informée. J'ai senti que quelque chose clochait lorsque j'ai dû physiquement retenir la force de mes mains noueuses et usées de tant d'expériences d'escalade de rochers et de lutte contre les requins. Habituellement, mon écriture manuscrite est définitivement puissante, comme ciselée dans le granit par les dieux grecs eux-mêmes. Or, alors que je signais, je remarquais que ma signature était étrangement entremêlée et bouclée. Plus inquiétant encore, les points se sont transformés en cœur et je me suis vu terminer mon message par un smiley souriant et des bisous. Je n'eus alors pas d'autre choix que d'affronter en duel le livreur sur le bord d'un volcan en éruption afin de réaffirmer ma domination. Si je n'avais pas gagné ce duel honorable, cette erreur aurait abouti à une situation qu'aucun whisky onéreux ou cigare cubain n'aurait pu effacer. Ce commentaire est un avertissement pour les hommes sur l'utilisation de ce dispositif BIC. Il va sans dire que j'ai recommencé à signer avec un pistolet à clous comme avant. J'ai acheté ce stylo, par erreur évidemment, pour écrire mes rapports d'activité hebdomadaires pour mon travail de bûcheron. Ce n'est pas bon. Il glisse entre mes doigts calleux, comme un fil de soie descendant doucement à la terre entre deux troncs géants de séquoia. Mon mari ne m'a jamais autorisé à écrire car il ne voulait pas que je touche des stylos d'homme. Toutefois, lorsque j'ai vu ce produit, j'ai décidé de l'acheter en utilisant mon argent de poche, et jusqu'à présent il a été fabuleux. Après avoir appris à écrire, la couleur féminine et la taille du stylo, adaptée à mes délicates petites mains, m'ont permis de libérer sur le papier mes nouvelles recettes de cuisine, mes astuces de couture et de jardinage. Mon mari n'est pas aussi satisfait du produit car il pense que cela va me mener à plus d'indépendance, et il déteste les sensations féminines de la prise en main du stylo, notamment les visions de fées et d'arc-en-ciel. Bien que j'ai toujours eu une haute estime des produits BIC, je ne peux pas leur donner une bonne note sur celui-ci. Ne se rendent-ils pas compte de ce qu'ils ont fait? Maintenant on va avoir des femmes qui courent partout pour écrire des choses avec des stylos sans raison valable. Mon mari m'en a acheté une boîte. J'étais tellement excité à l'idée que je pourrais enfin écrire après l'avoir regardé faire pendant toutes ces années. Mon excitation s'est transformée en larmes lorsque je me suis rendu compte qu'il n'était pas fourni avec du papier pour elle. S'il vous plaît BIC, faites du papier féminin pour que je puisse utiliser mes nouveaux stylos. Il y aurait de quoi faire une vidéo entière consacrée à la lecture de ces centaines de commentaires, tellement certains sont des œuvres d'art. Bref, vous l'aurez compris, les trolls ont ici rebondi sur le côté sexiste de ce produit avec des commentaires bien sarcastiques. Grâce à cette technique, ils déconstruisent pacifiquement le discours des entreprises et corrigent ainsi l'image narcissique et absurde que donnent les organisations à leurs produits. Ils utilisent l'humour pour déconstruire le langage des marques, révéler le fond de leur raisonnement et faire réagir au passage les internautes. Bref, du trolling au service de la bonne cause, ou comment répondre avec sarcasme à une grosse bourde marketing. Et enfin, troisième et dernier exemple, le combat qu'a mené Anonymous contre la scientologie début 2008. Anonymous utilisait énormément le trolling pour se battre contre les choses qu'il jugeait néfastes sur le web. Pas étonnant lorsqu'on sait que ce mouvement est né sur le forum 4chan. Or, il était coutume chez ses membres de troller régulièrement les scientologues qui étaient leur cible privilégiée. D'ailleurs, leur toute première grosse opération, nommée Canology, les concernait. Elle a consisté à créer de faux sites web calqués sur les sites scientologues, mais également de fausses pubs proposant du contenu scientologue gratuit qui, une fois cliqués, les a menés sur cette page. Une technique bien connue des trolls, le rickroll, qui consiste à truquer des liens censés rediriger vers la page attendue par le visiteur, mais qui renvoie finalement vers une image de Rick Astley ou son clip Never Gonna Give You Up, ce qui donne un mélange de frustration et la honte d'être tombé bêtement dans un piège. Cette méthode est généralement utilisée pour répondre à des gens trop excités par quelque chose. Ça peut être un film qui s'apprête à sortir, un jeu vidéo, ou même une rumeur comme quoi une sextape d'une célébrité circulerait sur le web. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. Si vous êtes contre la scientologie, vous trouverez sûrement leur action salutaire, mais pour le coup, tout est une question de conviction personnelle. On peut aussi se dire que les scientologues sont avant tout des victimes de la scientologie, et donc considérer qu'Anonymous les a plus aidés qu'autre chose, d'une manière à la fois drôle et pacifique. Le Gorafi, qui de mon point de vue est plus ou moins un site de trolling, est également un très bon exemple pour démontrer qu'on peut troller et dénoncer sans forcément faire du mal aux autres. Pour continuer sur cette vision positive, on peut aussi souligner que certains trolls le sont avant tout dans une volonté de combat idéologique. Pour eux, le trolling va bien au-delà de la simple blague ou perturbation d'une conversation. Leur but est de dénoncer ce qu'ils estiment être les faux semblants, les fondements sapés du discours commun. Ils cherchent à détruire les mœurs de nos sociétés retranscrites sur le net. C'est la raison pour laquelle ils s'attaquent à ce qu'ils appellent indistinctement la pensée unique, le politiquement correct et les idées toutes faites. Ils remettent ainsi tout en question, et c'est pourquoi ils ne vont jamais dans votre sens lorsqu'ils vous prennent pour cible. Bref, on arrive à la conclusion, et pour le coup je laisse mes deux confrères noirs et blancs la faire à ma place. Ouais, t'es bien gentil avec ton folklore web 2.0, mais pourrir les débats par pure mauvaise foi en usant de provocation et de sophisme, c'est une attitude vieille comme les discours philosophiques de la Grèce antique. Le faire sur internet, c'est juste moins courageux. Ils appauvrissent la conversation, déclenchent des campagnes de harcèlement et attisent la haine avec leurs discours misogynes, racistes, homophobes et j'en passe. Cet amusement puéril a pour fâcheux résultat d'une façon plus globale de discréditer les débats sur internet et donc de discréditer internet auprès de l'opinion publique. Ce qui est dommage puisqu'internet est le seul espace d'opinion libre et massif qui subsiste dans notre monde. Bon, à part dans quelques pays. Troller, c'est cracher sur l'art du débat, pourtant essentiel à la démocratie pour laquelle des gens se sont battus, et la transformer en une activité nocive et désagréable. À cause de ce délire malsain, beaucoup vont abandonner l'idée de discerner les vrais débats qui font avancer le monde, des vieux trolls qui le font plus reculer qu'autre chose. Ils condamnent toute personne ayant envie d'apprendre
apprendre ou débattre sur un sujet constructif à être noyé dans une foule de trolls idiots qui ne considéreront jamais l'éventualité de laisser des gens discuter entre eux. Même chose pour les communautés, quelles qu'elles soient, qui ne demandent rien à personne, mais qui voient leur forum ou leur idéologie se faire pourrir par quelques trolls par pur divertissement. Ils s'enfoncent dans l'anticonformisme le plus primaire, avec cette répugnante glorification d'arriver à froisser les convictions d'un internaute ou d'une communauté innocente. Qu'ils s'achètent donc des convictions avant de rire de celles des autres, à croire qu'ils considèrent que le web et tous ces espaces communautaires leur appartiennent, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent et que la majorité des gens qui s'en servent sont bien moins intelligents qu'eux, d'où l'envie de les tourner quotidiennement en dérision. Certains tiennent en effet un discours pseudo-politique d'extermination des abrutis, à savoir tous les demeurés qui ne travaillent pas sous Linux. Leur connaissance en informatique leur donne visiblement un sentiment de toute puissance qui les autorise à décider de l'existence d'autrui. La différence devient dès lors très difficile à faire entre ce qui est salutaire ou néfaste et n'est plus qu'une question de valeur subjective. L'humour a pour but de faire rire, si ça fait plus de mal que de bien, ce n'est clairement pas de l'humour. Je trouve ça tellement frustrant qu'une poignée d'individus qui ne trouvent pas d'autre occupation que d'accaparer l'attention ou de déverser leur haine incite les plateformes à être plus strictes. Nous sommes en pleine ère numérique et au lieu d'être solidaires et dignes des progrès que nous faisons en informatique, certains en profitent pour rester au plus bas niveau. À la base, internet c'était pas un lieu de partage, de communication, d'entraide, d'apprentissage et de découverte, mais ce réseau des réseaux leur a juste donné une opportunité formidable pour prendre la parole et déverser leur haine sans subir de conséquences. Les trolls sont juste des personnes imbues d'eux-mêmes qui veulent être reconnus pour leur soi-disant humour noir qu'ils pensent maîtriser à tort. Ils veulent juste être les bad boys 2.0 avec leur petit côté rebelle, histoire de croire qu'ils sont au-dessus de la société, qu'ils ne sont pas comme tout le monde, eux. C'est juste une crise d'adolescence prolongée sur internet, mais qui a des conséquences en dehors du net, que ce soit les discours de détestation ou les suicides de leurs victimes. Car qu'on se le dise, quand ils s'y mettent à plusieurs, ils peuvent lancer une véritable chasse à l'homme malsaine. Eh, calme-toi un petit peu, la seule chose que t'es en train de faire là, c'est d'entrer dans leur jeu. T'as donc rien retenu de ces 3 parties. Et puis, il faut arrêter de croire que tous les trolls sont malveillants. La plupart sont juste bons enfants et font rire les gens, sans harceler ni même vouloir pousser à bout leur cible. Tiens, tu veux l'exemple parfait du troll dans son sens originel? Le personnage Tullius Detritus de la Zizanie dans les BD Astérix et Obélix. C'est à cause d'internautes qui se prennent pour des trolls aguerris mais qui ne savent en fait pas troller que le trolling a une si mauvaise image. Le gros problème, c'est que le sens du mot troll a beaucoup évolué, beaucoup trop, et que sur internet désormais tout le monde troll, même si le trolling en question est de mauvais goût, mal maîtrisé et grossier. Le mot troll est devenu au fil du temps un terme fourre-tout qui ratisse large, ce qui l'a amené à être super ambigu. C'est pourquoi on met à présent sous le même plan l'ironie, le harcèlement et l'humiliation. Alors que ces phénomènes n'ont rien à voir si ce n'est d'être désignés par le même synonyme fourre-tout. En utilisant le mot troll, on mélange tout, ça veut à la fois tout et rien dire. Ce qui nous oblige à lui mettre 50 nuances de gris, ou 6 niveaux si tu préfères, alors qu'on aurait pu utiliser un mot plus précis dès le départ. Malheureusement, ce n'est pas prêt de changer, car ce genre de choses est typique de notre culture internet, qui a de plus en plus de mal à faire la distinction entre la blague bon enfant, l'ironie, le foutage de gueule agressif et le harcèlement. De nos jours, le mot troll peut à la fois désigner une personne qui fait une petite farce gentille à un ami par message privé, tout comme désigner un dangereux psychopathe sexiste, homophobe et raciste qui pirate les ordis, soit ses cibles et harcèle violemment. Là, on peut voir clairement où se situe le problème. Le pire, c'est que le fait de désigner ces psychopathes comme des trolls les excuse presque de leurs actes, ou tout du moins réduit leur gravité. Ah non, ce sont des trolls, donc c'est normal qu'ils fassent ça, c'est juste un jeu rempli d'humour noir. Si tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas d'humour. Non, il ne s'agit pas là d'une question de bon ou de mauvais goût, ce sont juste des personnes à qui il manque une case et qu'il faut enfermer. Déjà que c'est pas facile d'avoir une aide de la police quand on a un problème sur internet, alors si en plus on commence à leur trouver des excuses, on n'a pas fini. Le vrai troll, qui est d'ailleurs le troll originel, est le niveau 3 qu'on a vu dans la première partie, et ça s'arrête là. Et encore, j'entends par là ceux qui maîtrisent parfaitement l'art du trolling, ceux qui savent trouver nos failles et les exploiter subtilement sans qu'on s'en rende compte, pas ceux qui font juste de la provoque pour de la provoque. Et puis internet n'est pas rempli de personnes psychopathes cherchant à le détruire, mais simplement d'internautes moyens et très humains. Il ne s'agit pas de malignité ou de méchanceté, mais juste de maladresse et de confusion. Bref, la nature humaine quoi. Bon bah c'est pas comme si mon confrère blanc venait de démonter tout ce que j'ai pu dire dans ces 3 parties. Bref, et vous êtes plutôt noir, blanc ou gris? Loin de moi l'idée de lancer des débats enflammés dans les commentaires. Allez, salut tout le monde, et merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette trologie. Tu sais Thibaut, ce matin j'ai rencontré un humain, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous les trolls vous me faites très peur parce que vous nous mangez. Je lui dis mec, il faut pas t'inquiéter hein. Avant de te manger on te tue, tu vas rien sentir. C'est la panique, voilà les trolls, race fanatique, hors de contrôle, tu es diabolique, comprends le rôle, on est sadique mais bénévole.